L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de l'économie autrement. Nous sommes le mardi 25 avril 2023. Au micro, Guillaume Le Panéraire. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. L'édition d'aujourd'hui est consacrée aux personnes en détresse, souvent appelées les migrants et en particulier aux mineurs non accompagnés. Parler aujourd'hui des mineurs non accompagnés est une thématique sensible, source de controverses et d'informations contradictoires. D'un point de vue statistique, les chiffres varient fortement selon les sources. Par essence, tout d'abord, et également du fait d'un parcours administratif compliqué pour bénéficier en France d'un tel statut. Pour preuve, la Cour des comptes soulignait fin 2020 l'absence de statistiques et de connaissances des jeunes concernés, ou encore la nécessité de construire un outil statistique national. Les flux relatifs aux jeunes migrants, aux mineurs non accompagnés, sont liés, bien entendu, à ceux de l'immigration, et donc aux différentes crises politiques, climatiques ou encore économiques. Dans ce mouvement migratoire, il est important de dire qu'un jeune migrant est avant tout un enfant, un adolescent, qui a fui son pays d'origine dans des conditions souvent très difficiles et qui, au bout d'un périple dangereux, se retrouve seul sur le territoire français. L'État, les associations ou encore la société civile ont un devoir légal et moral à prendre en charge ces mineurs pour assurer leur protection. Pour développer le thème de notre émission, nous écouterons tout d'abord l'édito de Bernard Bazillon, associé directeur KPMG, responsable de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, dans le grand angle, Hélène Modicom aura le plaisir de s'entretenir avec François Thomas, président de SOS Méditerranée France, et Michel Caron, président de l'ALEFPA, association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Nous terminerons cette émission avec le Zoom et Mélanie Suercy, directrice générale d'Enactus France, qui nous présentera les initiatives de son association en faveur des jeunes lycéens et étudiants. Mais commençons désormais cette émission avec l'édito de Bernard Bazillon. L'édito. Si les migrants habitaient un pays, ce serait le 4e pays le plus peuplé. Ensemble, ils formeraient la 3e économie mondiale, générant environ 9 000 milliards de dollars de production économique chaque année. C'est l'un des faits notables mis en lumière par le Boston Consulting Group dans un rapport publié avec les Nations Unies. Voilà ce qu'on pouvait lire dans les Échos le 19 décembre 2022. Mais quelles sont les spécificités des jeunes migrants ? Le mineur non accompagné, appelé aussi MNA, désigne un enfant ou un adolescent âgé de moins de 18 ans qui arrive seul sur le territoire d'un pays étranger sans être accompagné d'un adulte responsable légal. Ces mineurs, souvent victimes de pauvreté, de violences, de guerre ou de persécutions, quittent leur pays pour chercher une vie meilleure. Ils sont particulièrement vulnérables aux abus et à l'exploitation pendant leur voyage et après leur arrivée dans un pays étranger. Il est indispensable de leur apporter assistance et protection pour garantir leur sécurité et leur bien-être. Depuis plus de 30 ans, la Convention internationale des droits de l'enfant le stipule. Tout enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'État, y compris les enfants demandeurs d'asile, réfugiés ou migrants, sans considération de leur nationalité, de leur statut, au regard de l'immigration ou de leur apatridie. Dans de nombreux pays, les MNA ont le droit de demander l'asile ou une protection internationale en tant que réfugiés. Les autorités des pays d'accueil sont tenues de protéger les droits des MNA et de veiller à leur bien-être, y compris en leur fournissant un accès à l'éducation, à la santé, à la protection juridique et à un soutien psychologique approprié. Poussés vers le chemin de l'exil, les mineurs arrivent en France seuls. Ils sont parfois traversés plusieurs pays dans des conditions insoutenables. Certains ont connu des traumatismes, ont été victimes de maltraitance, de prostitution, de viol ou d'exploitation. En France, l'institution du défenseur des droits, aussi chargée de la défense des droits des enfants, a pour mission de s'assurer du respect des droits de ces mineurs vulnérables et de leur protection. Dans son rapport 2022, cette institution précise: les mineurs non accompagnés qui arrivent dans notre pays ont donc droit à la même protection que tout autre enfant. Toutefois, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal. Urgence climatique, impératif environnemental, fracture sociale et géopolitique. Le monde nous invite à changer de regard, à agir positivement pour transformer notre société et nos modes de vie. Face à ces défis, la réponse ne peut être que collective. Cet élan doit venir de chacun d'entre nous, citoyens responsables, mais aussi de tous ceux qui ont le pouvoir de bouger les lignes, au premier rang desquels les entreprises fortes de leur capacité d'action et de l'engagement de leurs équipes.
KPMG, avec ses valeurs d'intégrité, de courage et d'excellence, cherche à rendre le monde meilleur en s'engageant pour le bien commun, l'éducation, l'inclusion et l'entrepreneuriat dans les territoires. C'est ainsi que KPMG France, devenue société à mission en 2022, a fait le choix d'être acteur de cette transformation. Convaincu que l'économie doit intégrer de nouvelles dimensions de sens, d'impact, nous souhaitons ouvrir les regards sur le besoin d'humanité et de solidarité et mettre en lumière ceux qui portent assistance aux personnes en détresse en mer notamment, et ceux qui œuvrent à leur accueil et leur intégration, qu'elle soit linguistique, sociale, culturelle, économique ou résidentielle. Ensemble, créons de nouveaux modèles au service d'un futur plus partagé et inclusif. Grand angle. Poursuivons maintenant avec le grand angle. En écho à l'édito de Bernard Bazillon, nous avons convié François Thomas, ancien capitaine de la marine marchande et désormais président de SOS Méditerranée France, et Michel Caron, président de l'ALEFPA, association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. C'est Hélène Modicom qui a eu l'honneur de recevoir il y a quelques jours au studio de Radio KPMG nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hélène, bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors messieurs, en guise d'introduction, pouvez-vous nous présenter rapidement vos deux organisations ? François Thomas, peut-être d'abord ? Oui, alors SOS Méditerranée, c'est une association européenne, citoyenne de sauvetage en mer. C'est la mission principale que nous avons. SOS Méditerranée a été créée en 2015, après l'arrêt de l'opération qui s'appelait Mare Nostrum et qui avait été mise en place par les autorités italiennes. Cette opération avait permis de sauver des dizaines de milliers de personnes, mais l'Europe, les États européens, ne voulaient pas la financer. Pourquoi une telle association ? Pourquoi avoir créé SOS Méditerranée ? Ce sont d'abord deux personnes, Sophie Beau, une humanitaire française, et Klaus Vogel, un capitaine de la marine marchande allemand, qui se sont mobilisés face à une tragédie. Et ils ont été rejoints très vite par d'autres citoyennes et d'autres citoyens européens. Je parle de tragédie en Méditerranée parce que selon les chiffres des Nations Unies, depuis 2014, plus de 26 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée, dont plus de 20 000 en Méditerranée centrale. On sait que ces chiffres sont sous-estimés parce qu'ils ne tiennent compte que des personnes pour lesquelles nous avons des témoignages. Tous ceux qui ont disparu sans témoin ne sont pas comptabilisés. C'est donc là que nous intervenons, dans les eaux internationales, dans ce que l'on appelle la zone maritime, migratoire, la plus mortelle du monde. Alors les premières opérations de sauvetage de l'association ont commencé en février 2016 et aujourd'hui, SOS Méditerranée existe en France, en Allemagne, en Suisse et en Italie et toutes les opérations sont gérées depuis la France. Nous avons des bureaux à Marseille et à Paris, 19 antennes, une quarantaine de salariés et plus de 650 bénévoles. Donc en 8 ans, l'association a beaucoup grossi. Et depuis le début des opérations, avec un premier navire qui s'appelait l'Aquarius, et aujourd'hui nous opérons l'Ocean Viking, nous avons pu secourir 37 444 personnes. Le chiffre est précis parce que ce sont des êtres humains, ce sont des personnes, des histoires de vie. Il y a eu également 6 naissances à bord. En complément du sauvetage, nous avons aussi 2 autres missions complémentaires. La protection des personnes rescapées à bord, nous l'assurons en partenariat avec la Fédération internationale des Croix-Rouges et du Croissant-Rouge. Et puis le témoignage. Témoigner, c'est essentiel, parce qu'il faut dire cette réalité de cette tragédie, véritable tragédie en Méditerranée centrale, c'est essentiel. Et pour cela, nous avons également un agrément avec l'Éducation nationale. Et puis, il faut contrer, bien sûr, aussi toutes les fake news, toutes les fausses informations qui circulent à propos de cette tragédie en Méditerranée centrale. Alors, une belle et longue introduction pour présenter SOS Méditerranée. Michel Caron, qu'en est-il de votre association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ? Qu'est-ce que vous en diriez en quelques mots ? Écoutez, c'est d'abord une association qui, au cours de ses plus de 60 années d'expérience, qui prend soin des personnes vulnérables. Ce mot vulnérable, il sera présent tout au long de notre entretien, parce qu'il y a plusieurs sources de vulnérabilité. Et dans l'histoire de cette association, on s'est d'abord mobilisé autour des enfants et des jeunes qui sont vulnérables, parce que victimes de maltraitance, de carences familiales, au fond d'épreuves de la vie, parmi lesquelles aujourd'hui précisément ceux qu'on appelle les mineurs non accompagnés, mais aussi on s'est intéressé à ceux qui avaient des maladies chroniques, qui souffraient d'obésité infantile,
Enfin bref, tous ces sujets qui amènent les enfants et les jeunes dans le giron de la protection de l'enfance ou de l'action et de l'intervention médicale. On s'est aussi intéressé au fil des années aux personnes qui vivent avec un handicap, principalement la déficience intellectuelle, l'autisme, le handicap psychique et le polyhandicap aussi. Et puis, de proche en proche, en matière de vulnérabilité, on s'est mobilisé progressivement et de plus en plus du côté des personnes âgées, du côté aussi des violences conjugales, des femmes et des enfants qui en étaient victimes, mais aussi des responsables qu'il fallait reprendre et essayer d'accompagner pour qu'ils ne recommencent pas. Et puis, plus récemment, on a développé un service mandataire judiciaire qui concerne la protection des majeurs, des pensions de famille, des résidences sociales, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, et même des services à domicile. Bref, sur plus de 60 ans d'expérience, ça nous conduit à être présents dans plus de 180 établissements. On a fait l'inventaire, parce qu'on a le souci des personnes, précisément, on a recensé 299 modalités différentes d'accueil et d'accompagnement dans nos activités. Bref, la LEFPA, c'est plus de 4000 salariés, c'est plus de 16 000 personnes qui sont accueillies et qui sont accompagnées ou qui bénéficient de services à domicile. C'est un bilan à 272 millions d'euros. Je résumerai en disant que c'est une grande association laïque qui est entreprenante, qui se veut absolument solidaire et puis qui est organisée en réseau à l'échelle nationale avec une présence importante dans l'océan Indien. Voilà, en gros, ce que nous faisons et ce que nous sommes. Messieurs, vos deux associations s'occupent de personnes, d'êtres humains en détresse, d'êtres humains vulnérables. François Thomas, vous êtes ancien capitaine de la marine marchande, aujourd'hui président donc d'une ONG qui vient au secours, comme vous venez de nous l'expliquer, de personnes en situation de migration grâce à l'Ocean Viking, un navire qui a été au cœur de nombreuses controverses. Pouvez-vous expliquer pour nos auditeurs comment s'organise l'aide aux personnes en détresse dans la Méditerranée et quel est le cadre légal, réglementaire ? Vous avez évoqué le mot de controverse concernant notre navire ambulance, l'Ocean Viking. Il y a une chose qui est très importante, le sauvetage en mer est inconditionnel. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ces personnes que nous sauvons, ce sont des naufragés. Une personne en détresse n'a pas de statut. Cette personne en situation de migration, cette migrante, ce migrant dont on parle, c'est avant tout un enfant, une femme, un homme. C'est ça qu'on doit voir en premier. C'est vraiment ça à quoi on doit penser. Le sauvetage en mer, c'est un devoir moral avant toute chose, et c'est aussi un devoir légal, c'est de l'assistance à personne en danger. Il y a plusieurs conventions internationales qui régissent le sauvetage en mer, notamment la convention SOLAS, qui est une convention excessivement importante dans le droit maritime. Et cette convention, qui, entre parenthèses, a ses premières origines après le naufrage du Titanic, et une autre parenthèse, lors du naufrage du Titanic, il y a un navire qui a porté assistance, un autre navire à passagers qui a porté assistance au Titanic pour sauver des vies. Il s'appelait le Carpathia. Il n'y avait pas de réglementaire pour porter assistance, mais il l'a fait parce que c'est un devoir moral, c'est le devoir de tout marin. Alors, dans cette convention SOLAS, il est précisé que tout capitaine a l'obligation de se porter à toute vitesse au secours de personnes en détresse. Le Code des transports français, d'ailleurs, est très clair là-dessus. Toute personne, même ennemie. Un capitaine qui ne respectera pas cette règle serait condamné à une lourde amende, mais également une peine de prison. Et très probablement, il perdrait son brevet maritime. Alors, il y a sur toutes les mers du monde, sur tous les océans, ce qu'on appelle des zones de recherche et de sauvetage, avec des centres de coordination pour les secours, ce qu'on appelle des CROSS en France. Ces zones, qui sont confiées à des États côtiers, qui n'ont rien à voir avec les eaux territoriales ou les zones économiques, sont des zones dans lesquelles les États côtiers sont responsables afin d'intervenir et de coordonner les secours en cas de détresse. Et depuis juin 2018, une vaste zone qui était auparavant sous responsabilité de l'Italie a été transférée à la Libye. Depuis ce temps-là, il n'y a plus de coordination, plus rien ne fonctionne dans la zone sous responsabilité libyenne.
Les États responsables des zones de recherche et de sauvetage ont l'obligation, je dis bien l'obligation, quant à eux, d'indiquer un lieu sûr de débarquement aux navires, aux capitaines qui ont effectué des sauvetages. Et ils doivent le faire dans le plus rapidement possible. Alors nous, en tant qu'association opérant un navire en Méditerranée centrale, nous respectons strictement le droit maritime. Nous opérons dans les eaux internationales, conformément au droit qui dit que tout capitaine a l'obligation de répondre aux appels de détresse. Et malheureusement, nous le savons, dans cette zone, il y a énormément de détresse. Au-delà du secours, votre association, vous l'avez dit tout à l'heure, porte également une mission de témoignage. François Thomas, quelle situation constatez-vous au quotidien ? Au début de nos opérations, en 2016, il y avait à la fois une crise humanitaire majeure et un très bon fonctionnement opérationnel avec les gardes-côtes italiens. C'est eux qui coordonnaient à l'époque les sauvetages. Mais aujourd'hui, nous avons une situation totalement en dehors du droit maritime international. Les personnes qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée nous disent qu'elles savent qu'elles risquent leur vie, qu'elles vont probablement mourir avant de s'embarquer sur ces embarcations, frêles embarcations pneumatiques pour beaucoup d'entre elles, mais elles disent plutôt mourir en Méditerranée que continuer à survivre dans l'enfer libyen. Personne, je dis bien personne, ne pousse ses enfants sur un bateau à moins que l'eau soit plus sûre que la terre ferme. Il y a une poétesse britannique qui a écrit un très beau poème, très dur, avec cette phrase, et ça dit toute la réalité de cette détresse humaine. Le trafic d'êtres humains, les tortures, les viols, l'esclavage ne sont que des exemples de tout ce qui existe dans les camps en Libye, de tout ce que ces personnes subissent. Et les Nations Unies, qui ont fait des enquêtes, parlent d'ailleurs de crimes contre l'humanité. Nous, ce que nous constatons, c'est que parmi toutes ces personnes rescapées, il y a environ 10% de femmes, 25% de mineurs. Mais ce qui est vraiment important, c'est que parmi ces mineurs, 79% d'entre eux sont non accompagnés. Et il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants également qui ont moins de 5 ans. On en a, depuis le début des opérations, plus de 600 enfants de moins de 5 ans ont été sauvés. Alors, les gardes-côtes libyens qui devraient respecter le droit maritime international interceptent des embarcations et les Nations Unies, la Commission européenne ne cessent de répéter que la Libye n'est pas un lieu sûr. Et ces personnes sont à nouveau mises dans des centres de détention où elles subissent à nouveau de nombreuses atteintes aux droits humains. Et c'est un véritable cercle vicieux. Il y a eu un événement récent, le 25 mars. Ces mêmes gardes-côtes libyens, dans les eaux internationales, nous ont menacés. Il y a eu des coups de feu tirés en l'air et nous ont obligés à quitter la zone alors que nous étions véritablement dans les eaux internationales, qui est une zone de libre circulation pour les navires. Et nous étions à plus de 70 km des côtes libyennes. Là, c'est vraiment un acte excessivement grave, c'est une grave atteinte aux droits de la mer. Et autre problème, c'est la criminalisation des navires des ONG. Depuis le début de l'année, il y a un décret italien qui nous oblige à quitter immédiatement la zone de sauvetage, là où nous intervenons, dès que nous avons effectué un sauvetage et dès que un lieu sûr nous est attribué en Italie. Le problème, c'est que c'est très bien aujourd'hui qu'on nous indique un lieu sûr rapidement. Ce n'était pas le cas avant. Mais les lieux sûrs qui nous sont désignés sont très loin, sont complètement au nord de l'Italie. Et pendant ce temps-là, eh bien, les zones où il y a énormément de navires en détresse sont vides de moyens de sauvetage. Donc, ce qui se passe, eh bien, la situation, ça a été dit récemment par les Nations Unies, 522 personnes ont perdu la vie en Méditerranée centrale depuis le début de l'année, et c'est le chiffre le plus élevé depuis 2017. Donc, il y a une mortalité en conséquence qui augmente, et c'est une tragédie au port de l'Europe. Malgré cette connaissance depuis des années, il y a une dégradation de la situation. Et je rappellerai quand même, avant de conclure, c'est que l'ensemble des navires des ONG en Méditerranée centrale ne représentent que moins de 15% des arrivées par la mer en Italie en 2022. Nous ne sommes pas assez nombreux et nous souhaitons vraiment que l'Europe mette des moyens supplémentaires pour sauver des vies, tout simplement. Une goutte d'eau, j'ai envie de dire, par rapport à toutes ces personnes en détresse. Donc des conditions de traversée de la Méditerranée, des conditions de sauvetage qui sont absolument terribles. En vous écoutant, j'ai même de l'émotion. Michel Caron, je m'adresse maintenant à vous. François Thomas vient de décrire des situations de grande détresse. À travers votre association et les rapports que vous avez récemment rédigés sur l'accompagnement des mineurs non accompagnés, partagez-vous cette même réalité terrible, j'ai envie de dire ? Oui, c'est-à-dire que les circonstances d'abord ne sont pas les mêmes
elles sont apparemment moins dramatiques, mais ce sont des réalités quand même très douloureuses. Alors, je me réfère simplement au travail quotidien de l'ALEFPA au-delà du rapport. En gros, pour situer ce travail, ça porte sur un peu plus de 2000 jeunes accueillis dans l'année. On en a 850 au 31 décembre, donc ça situe la dimension du phénomène. Comment ils arrivent chez nous? Ils arrivent soit spontanément, soit parce qu'une association les conduit jusqu'à nous, soit tout simplement parce qu'on les prend en charge directement au commissariat où ils se déclarent mineurs. Et ensuite, on travaille directement avec le département de telle manière qu'ils soient régulièrement pris en charge, qu'ils aient accès dans des conditions dignes et protégés à un dispositif d'évaluation de la minorité et de l'isolement, parce qu'il faut reconnaître leur minorité et leur situation d'isolement pour qu'ils puissent accéder à la protection de l'enfance. Et c'est quand la décision est prise d'accès à la protection de l'enfance qu'on peut les accompagner, se préoccuper de leur scolarisation, de leur santé, de tous leurs apprentissages citoyens aussi, et en même temps tout en tenant compte de la diversité de leurs origines, parce que ce qui est quand même aussi intéressant, c'est de rappeler que ces jeunes, ils viennent des quatre coins du monde. Ils viennent en majorité d'Afrique, du Mali, de Guinée, de Côte d'Ivoire. Ils viennent aussi du Maghreb et ils viennent aussi, entre autres, d'Afghanistan et du Bangladesh. Pourquoi mentionner ces pays et leurs origines? C'est parce que tout simplement, on a des réalités de prise en charge qui varient et c'est toute la spécificité du travail des professionnels qui consiste à faire attention à chaque personne et à chaque jeune qui sont, rappelons-le, séparés de leur famille. Voilà. Enfin, globalement, je peux terminer en disant que au niveau de l'ensemble que nous rencontrons en France, on est à des chiffres qui se situent entre 8, 10 000 et 20 000 jeunes que nous prenons en charge dans le cadre de la protection de l'enfance. Voilà. Donc, c'est un phénomène de dimension limitée. Je dirais simplement quand même que la France devrait faire un effort et que les opérateurs sur le terrain devraient faire un effort parce qu'il y a une faiblesse d'information et d'accès aux demandes d'asile en France. Là-dessus, il y a beaucoup de progrès à faire. Donc, vous voyez des réalités douloureuses, mais en même temps, des efforts et une organisation de terrain pour accueillir et essayer d'accompagner dignement ces jeunes qui ont besoin de continuer à se développer physiquement, intellectuellement, affectivement, et qui ont besoin de rentrer dans la vraie vie. Voilà le véritable enjeu. Alors, justement, la France, notre pays, a-t-elle pris des engagements particuliers en termes de politique d'accompagnement des mineurs non accompagnés? Vous citez des chiffres. Qu'est-ce que fait la France dans ce domaine? Moi, je me réfère d'abord aux textes internationaux et j'espère que les autorités font de même, évidemment. Il y a d'abord cette belle déclaration des droits de l'enfant qui date quand même de 1959. Et je la cite parce que il faut retenir les 4 grands principes qui doivent guider l'application des engagements de la France. Les 4 grands principes, c'est la non-discrimination, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est le droit à la vie et au développement, et c'est enfin le droit à exprimer son opinion. Et ces 4 grands principes sont repris dans la Convention internationale 30 ans après, en 1989, qui est soumise à ratification des pays. Et la France ratifie cette Convention internationale des droits de l'enfant en 1990. Voilà. Et d'ailleurs, la France est tenue de rendre compte tous les 5 ans au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Alors, par rapport à ces engagements internationaux, plus récemment, on a évidemment une évolution législative qui traduit ces engagements. Par exemple, sans rentrer dans le détail, mais on a quand même
2 lois récentes, une en 2016 et une en 2022, qui garantissent la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, et puis qui, dans la même loi en 2016, évoquent le dispositif national qui est dédié aux mineurs non accompagnés. Et ça permet aussi d'introduire dans un cadre législatif cette méthode de répartition de ces jeunes entre les départements. Et puis, on a cette loi plus récente de 2022 qui confirme bien, et c'est très important, que l'accueil des mineurs non accompagnés relève en effet de la protection de l'enfance. Il faut qu'on continue de parler de la protection de l'enfance et pas seulement des règles de l'immigration. Et donc, par exemple, dans cette loi de 2022, Adrien Taquet insistait, par exemple, sur le fait qu'il fallait que les départements arrêtent de prendre en charge ces jeunes dans des hôtels, alors qu'il n'y avait pas d'accompagnement éducatif digne de ce nom. Donc, à travers ces 60 auditions qui constituent la base de ce rapport, on a pu vérifier que ces engagements de la France, ma foi, subissent quelques entorses et quelques zones de grande faiblesse. Dans l'application des engagements, moi j'ai bien relevé que déjà on avait du mal à avoir des chiffres clairs et qui étaient consolidés. On a constaté des procédures d'évaluation qui n'étaient pas toujours pratiquées de manière rigoureuse, et on constate une grande hétérogénéité des politiques départementales et des freins au respect du droit sur la totalité du territoire. Donc la conclusion sur ce point, c'est que on devrait appliquer et respecter le droit en tenant compte par-dessus tout de la vulnérabilité de ces jeunes et non pas de la qualité et de l'origine de ces jeunes qui sont assimilés seulement à des immigrés en oubliant que ce sont avant tout des enfants. Messieurs, dans votre discours, on entend le mot droit. On a à la fois un positionnement légaliste, c'est-à-dire des actions conformes au droit maritime par exemple, et la volonté d'une application homogène de ces textes pour les personnes en détresse, quel que soit leur statut, quelles que soient leurs origines, mais aussi un positionnement humanisme, un ordre moral, on va dire, considérant que derrière chaque sauvetage, chaque accompagnement, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Alors, avec votre expérience et vos regards, et pour finir sur une note plus positive, avec un peu d'espérance, quels espoirs, quelles opportunités pouvons-nous nourrir face à ces situations difficiles et très souvent inhumaines? François Thomas, tout d'abord. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de détresse, de situations absolument de grande injustice qui font mal parce que c'est aux portes de l'Europe. Mais vous avez mentionné les enfants. Parmi les embarcations en détresse, il y a des enfants, parfois des nouveau-nés. Et puis, moi, je suis à terre. J'ai un grand honneur d'être président d'une telle association. Mais lorsque je reçois des photos avec ces mêmes enfants qui jouent et qui sourient à bord de l'Ocean Viking, c'est déjà une belle note d'espoir. Et puis, je pense, on a parlé de témoignages, je pense au témoignage aussi d'un jeune de 16 ans qui a dit à nos équipes à bord, « Le plus beau jour de ma vie, c'est aujourd'hui ». Et ça, c'est vrai que ça fait du bien. Et puis, il y a le témoignage aussi de tous nos donateurs, beaucoup de donateurs qui nous soutiennent et qui nous envoient des messages de soutien. L'espoir, c'est aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes formidables qui m'entourent, des femmes, des hommes, des enfants, mais aussi les véritables héroïnes, les véritables héros, ce sont toutes ces personnes que nous sauvons de par leur parcours. Ce sont les personnes à bord de l'Ocean Viking, l'équipe médicale, les marins sauveteurs, l'équipage. C'est aussi tous les bénévoles, les salariés. Puis aussi, au-delà de tous les donateurs, tous ceux qui nous soutiennent, qui forment cette grande chaîne fraternelle, solidaire, qui nous permettent tout simplement de sauver des vies. 90% de notre financement provient de dons privés, il faut quand même le dire.
avec l'augmentation du prix du fioul due à la guerre en Ukraine, mais également avec les distances supplémentaires parcourues suite au nouveau décret italien, nos consommations, le coût de notre budget fioul a explosé et nous avons vraiment besoin de dons. Donc les dons sont les bienvenus, tous ceux qui veulent nous soutenir sur sosméditerranée.fr. Un grand merci pour ça. L'appel aux dons a été entendu. On espère que nos auditeurs seront généreux. Michel Caron, que diriez-vous en mot de conclusion sur une note positive et brève? Oui, c'est toujours très difficile de faire court. Moi, ce que je voudrais évoquer, c'est précisément, pour reprendre ce que dit François Thomas, c'est la force du témoignage. Donc, plus qu'un discours, je vais vous parler de ce que j'ai organisé, que j'avais baptisé Retour des compagnons, avec quelques jeunes migrants. Il y en a un qui est accueilli à Gravelines, il s'appelle Hassan. Il est en stage dans des salles de spectacle, il passe son CAP de cuisine, il fait un contrat d'apprentissage dans un yachting club. Il ressort chef de cuisine avec un CDI. Et il dit, moi, ma grande ambition, c'est de travailler dans un restaurant gastronomique étoilé au guide Michelin. Voilà ses mots. C'est une note d'espoir. Mamadou aussi, que j'ai reçu et écouté, il fait des stages, il fait un contrat d'apprentissage chez un boulanger, un compagnon du devoir. Et le lendemain qu'il a son diplôme, il signe un CDI. Et il nous explique devant les 300 personnes de notre Assemblée générale, je suis très fier de faire du pain pour les Français. Un troisième exemple, Irène, elle fait des stages BAFA, elle travaille par-ci par-là, et puis elle passe son concours de soignante, et puis aujourd'hui elle est embauchée au CHR, qui est évidemment un grand établissement hospitalier. Alors, cette note d'espoir, permettez-moi, c'est pas moi qui vais parler, je reprends les mots d'Hassan, qui nous ont tous laissés silencieux et profondément émus. Voilà comment Hassan, reprenant la parole de ce Retour des compagnons, s'exprime. Il dit à tout le monde, vous me connaissez déjà. Je voulais juste dire merci à vous. Cela fait presque 3 ans que je suis en France et quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot de français. Maintenant, tout ce que j'ai, tout ce que je vous dis, je veux parler un petit peu français. C'est grâce à vous. Normalement, le petit enfant, il apprend sa langue avec sa mère, avec son père. Et moi, j'ai appris avec vous, avec la LEFPA, avec l'établissement Paul Machy. Pour cela, je voulais dire merci à vous. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et je voulais dire merci. En fait, pour moi, c'est vous, ma famille. Voilà la note d'espoir que représente nos belles rencontres avec ces jeunes qui sont eux-mêmes de vraies leçons de vie. Michel Caron, François Thomas, merci beaucoup pour ces beaux témoignages, pour ces belles notes d'espoir très positives. C'était très intéressant. Je suis sûre que nos auditeurs auront appris énormément de choses. Pour ma part, j'ai appris énormément de choses. Merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. Merci à vous. Merci à vous. Le Zoom. Dernière rubrique de l'émission, le Zoom. Aujourd'hui, je reçois au micro Mélanie Suercy, directrice générale d'Enactus France, pour aborder les programmes Enactus étudiants et Enactus lycéens. Bonjour Mélanie Suercy, pouvez-vous tout d'abord nous présenter ces dispositifs ? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir à votre micro. Avec Enactus étudiants, nous accompagnons des étudiants de toutes filières, de tout niveau, à vivre l'expérience de l'entrepreneuriat social. Ils vont agir à partir d'un enjeu de société qu'ils ont choisi, par exemple la transition écologique, l'éducation, la santé ou l'isolement des seniors. Nous les aidons à faire leurs premiers pas, à passer à l'action, à étudier les besoins sur le terrain, à prototyper, à tester leurs solutions, à penser leur modèle économique, jusqu'à la création d'une association ou d'une entreprise sociale. Nous avons 2 étudiants passionnés de surf depuis leur enfance et qui se sont rendus compte que les planches de surf pour débutants en mousse causaient d'énormes problèmes pour l'environnement. Ils ont décidé d'agir et ont été accompagnés par Enactus pour lancer Poggy Surf, une société de fabrication de planches de surf éco-responsables. Et Enactus lycéen ? Enactus lycéen, c'est un programme pédagogique qui s'adresse cette fois-ci à des lycéens de voies professionnelles et de quartiers prioritaires.
Ce sont des jeunes qui cumulent le plus souvent des difficultés familiales, scolaires, économiques et qui sont les plus à risque de décrochage et d'exclusion sociale. Ils vont en classe, à travers 12 ateliers, apprendre en faisant aux côtés de leurs enseignants, choisir un enjeu qui les touche, par exemple le harcèlement, l'homophobie, la santé, la pollution, définir en équipe un défi qu'ils veulent relever et construire ensemble un projet, une solution, avant de le présenter à des professionnels un peu à la manière d'entrepreneurs. Par exemple, des lycéennes ont remarqué dans leur lycée 12 grossesses précoces au cours de la seule année 2022. Elles ont décidé de créer un kit pédagogique pour faire de la prévention. Comment les auditeurs intéressés par ces programmes peuvent-ils s'engager auprès de Nectos ? Nous avons besoin de professionnels de tous les métiers à partir de 2 ans d'expérience pour venir à la rencontre des jeunes, participer à des jurys, challenger et encourager ces porteurs de projets. Votre rôle dans ces jurys, il est d'évaluer les projets et de désigner les équipes qui seront récompensées, bien sûr, mais aussi et surtout d'apporter votre regard bienveillant, votre soutien. L'idée est de les encourager à oser, de les aider à prendre confiance en eux et pourquoi pas aussi leur donner quelques bons conseils et du réseau. Pour vous engager auprès des lycéens et pour l'égalité des chances, inscrivez-vous au jury des 4 forums régionaux qui auront lieu au mois de mai à Paris, Lille, Lyon et Nancy. C'est souvent la première fois que nos lycéens rencontrent des salariés et des entrepreneurs. Ce sont des moments vraiment marquants pour eux, qui impactent leur trajectoire. Par ailleurs, pour vous engager auprès des étudiants porteurs de projets, je vous invite plutôt à vous inscrire aux demi-finales étudiantes qui auront lieu le 1er juin lors du festival Ose Toujours à Issy-les-Moulineaux. C'est vraiment un shot d'optimisme et d'espoir aux côtés des jeunes que je vous invite à vivre et aussi à mettre vos compétences au service de causes qui vous sont chères. Inscrivez-vous, nous avons besoin de vous, les jeunes ont besoin de vous. Le message est passé. Merci Mélanie Surcy. Ainsi se termine cette édition de l'économie autrement. Je tiens à remercier encore nos invités ainsi que tous les contributeurs à cette émission. Rendez-vous le 23 mai prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur l'application Radio KPMG et sur les principales plateformes numériques, dont kpmg.fr. Prenez soin de vous, Kenavo. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.